un numéro que nous allons consacrer expressement à un projet présenté par un jeune de la diaspora, mais vous remarquerez que la dernière présidentielle a vu donc la jeunesse suffisamment mobilisée, et parmi cette jeunesse, ce jeune venu de la diaspora, un jeune qui a eu donc le mérite de proposer aux différents candidats à la présidentielle de signer ce qu'il appelle un pacte technologique. Pourquoi pacte technologique? Nous le saurons au cours des 50 prochaines minutes, mais je rappelle que je me fais le plaisir ce soir de recevoir Roland Crispel, président fondateur de la Fondation Odélia. Fondation Odélia, pourquoi? Nous le saurons également. Mais nous avons fait appel donc à sa disponibilité parce que bien avant, il a eu le mérite, et c'était là la contribution donc d'écrire pratiquement une lettre ouverte au futur président de la République, lettre ouverte dans laquelle évidemment il énonce sa vision, ses visées et comment faire de sorte également le projet qui sortirait de la présidentielle du Congo prenne en ligne de compte un aspect, l'aspect technologique, sans lequel évidemment il est impossible, il serait difficile pour le pays, n'importe lequel d'ailleurs en Afrique, de parvenir donc à la modernisation, de parvenir à l'émergence et autres. C'est la vision donc de ce jeune. Bonsoir Crispel. Bonsoir. Alors nous sommes ce soir, aussitôt après donc les résultats, nous connaissons donc les résultats de la présidentielle. Il y a eu ce que vous avez, votre démarche qui a consisté donc à présenter votre vision aux différents candidats à la présidentielle. Est-ce que vous avez eu la possibilité de les rencontrer tous? Ils étaient 9 au départ. Oui, bonjour Monsieur Jean-Pierre Ngoma, bonsoir. Bonsoir. Je dirais plutôt que nous sommes venus ici à Brazzaville pendant cette phase électorale parce que nous avons jugé que le Congo était en train d'écrire une nouvelle histoire à l'entrée de la nouvelle République. Nous avons donc fait le choix de venir ici et de proposer un projet que nous avons dénommé le pacte technologique, que nous avons proposé à l'ensemble des candidats aux élections, à cette élection présidentielle. Nous ne les avons pas rencontrés physiquement, personnellement, mais nous avons été en contact avec leur directeur de campagne, leur état-major, donc on va dire l'essentiel de ceux qui leur sont proches. Est-ce qu'ils étaient assez enthousiastes au projet, ou aux propositions que vous leur formuliez? Alors, il faut dire que la période était assez délicate parce que de ce que je crois savoir, les candidats avaient pratiquement de 14 à 12 jours réellement pour pouvoir battre campagne et présenter leur projet de société aux Congolais. Et le défi pour nous était énorme de réussir à pouvoir attirer leur attention sur un sujet qui peut-être n'était pas pour eux majeur ou prioritaire au regard des défis qu'ils avaient à gérer, mais je dirais que nous avons attiré l'attention du grand nombre des états-majors sur notre projet. Alors, est-ce qu'ils ont compris le fondement et la quintessence même du projet? Compris, je ne pense pas. Je ne suis pas profondément sûr que le sujet ait été compris, sinon beaucoup de candidats auraient mis un accent de façon profonde sur le sujet. Mais ils en parlent tous, puisque la plupart des projets des sociétés que j'ai pris le temps de lire en profondeur pour comprendre la teneur et voir comment la question technologique au Congo est abordée. Mais je pourrais dire que voilà, le sujet, ils les abordent tous le sujet technologique dans leur projet de société, mais pas avec autant d'accent que nous le souhaitons, que nous le proposons. Alors, il y a finalement des 9, un qui est sorti du lot, et les résultats publiés récemment montrent que le président Denis Sassou Nguesso, donc qui était hier le candidat, et Denis Sassou Nguesso a obtenu donc le suffrage des Congolais. Donc c'est lui qui est sorti. Faut-il que vous continuiez à vendre, si vous voulez, ce projet auprès de M. Sassou Nguesso? Alors, je ne parlerai pas de vendre ce projet auprès du président élu, que je félicite d'ailleurs au passage d'avoir eu la confiance des Congolais. Mais ce que je dis simplement, c'est que on ne peut pas aujourd'hui sur la Terre concevoir un projet de société sans que l'outil technologique ne soit au cœur du système de l'État. Notre démarche serait logique, elle serait saine si nous continuons justement
à proposer ce projet. Nous ne sommes pas seulement venus proposer ce projet aux candidats, nous avons souhaité que le président, le candidat qui aurait la confiance des Congolais, puisse avoir un regard particulier sur le projet que nous proposons. Et donc c'est une continuité logique, normale pour nous de proposer ce projet au président élu. Alors dans votre vision, il s'agissait donc d'amener les différents candidats à intégrer les grandes données. Votre vision dans leur projet de société. La démarche de départ était celle-là. Alors la démarche aujourd'hui, ce projet n'aurait peut-être pas été possible sans, je dirais, le nom d'un homme français connu aujourd'hui qu'on appelle Nicolas Hulot, qui a initié un projet sur le pacte écologique en France en 2007, qu'il a soumis à l'ensemble des candidats aux élections présidentielles, parce que la question était capitale pour la survie de la planète. Aujourd'hui, le numérique représente ce qu'a été la découverte de feu pour l'homme sur la Terre. C'est un sujet qui change tout, qui bouleverse tout, qui impacte le fonctionnement de la vie de l'homme sur la Terre. Donc ne pas intégrer ce sujet de façon profonde serait une erreur pour la jeune démocratie que nous sommes et pour le pays en voie de développement que nous sommes. Donc l'idée pour nous était déjà d'appeler l'ensemble des candidats à se prononcer publiquement sur la question. Pourquoi on l'a souhaité ainsi? C'était pour déjà faire un appel de pied aux grandes entreprises internationales et aussi aux grosses structures à travers le monde de noter qu'au Congo, tous les candidats à l'élection présidentielle s'engagent à faire de la question technologique une priorité, ce qui permettrait déjà à ce que ces entreprises se positionnent autour du Congo une fois que un des candidats est élu, et quel que soit le candidat, l'engagement a été pris. C'est pour cela que nous avons dans un premier temps mené cette démarche. Alors, puisque nous avons déjà entrenommé un projet de société, c'est la marche vers le développement, c'était là le projet présenté par le candidat Denis Sassou Nguesso aux 4 millions de Congolais que nous sommes. Il venait donc d'être élu, et donc le projet qui fait aujourd'hui cours légal, c'est la marche vers le développement. Faut-il évidemment que ce projet qui fera l'objet, qui deviendra le programme de développement du Congo pour les 5 prochaines années, prenne suffisamment en ligne de compte la dimension technologique? Alors ce que je dirais là-dessus va être relativement fort et très profond. Aujourd'hui, à travers le monde, tous les pays dits émergents sont des pays qui sont dotés d'une forme d'intelligence, ce que moi j'appelle l'intelligence d'État. Aujourd'hui, la marche vers le développement, qui est le projet de société du président élu, M. Denis Sassou Nguesso, que j'ai eu le temps de lire, impose que l'adoption de l'outil technologique. Aujourd'hui, on ne sait plus faire, où on ne peut plus faire sans l'outil technologique. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme sur la Terre qui échappe à la puissance de l'outil technologique. Donc je dis aujourd'hui que la marche vers le développement impose, exige, oblige l'adoption de l'outil technologique au cœur du système de l'État congolais pour accélérer le développement auquel le Congo aspire aujourd'hui. Donc à l'opposé du pacte écolo proposé aux candidats par Nicolas Hulot, vous proposez aux candidats, vous avez proposé aux candidats du Congo, et donc le pacte technologique. Pourquoi un pacte technologique? J'ai proposé un pacte technologique. Rien que le mot pacte en dit long sur... Le mot a été choisi exprès. Lorsque on utilise le mot pacte pour dire que j'ai pactisé avec quelqu'un, cela sous-entend que je lie ma vie à quelqu'un. Il est aujourd'hui également validé au niveau des instances de l'Union africaine que le développement de l'Afrique à l'horizon de 2064 ne peut pas se faire sans l'adoption de l'outil technologique. Aucun pays sur la Terre, aucune nation sur la Terre ne peut prétendre à l'émergence sans que la maîtrise de l'outil technologique ne soit au cœur du système. Le fait que nous soyons venus proposer ce projet, c'est une manière de lier le développement du Congo à l'outil technologique. C'est en cela que je parle du pacte technologique. Pourquoi le pacte technologique? C'est aussi, j'appelle ce projet comme étant un passage de témoin générationnel. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu le Congo que nous avons connu, que nous connaissons encore aujourd'hui, qui fonctionne manuellement à l'administration, mais le Congo de demain, c'est le Congo de tout numérique, de toute technologie. Et donc ce projet est véritablement un passage de témoin que nous proposons au futur président. Est-ce que ça ne cache pas, disons, un conflit générationnel à ce niveau également?
Parce qu'on suppose que les anciens, tous ceux qui sont là, ceux-là qui sont avant les années 60, les Congolais de l'indépendance et tous ceux qui suivent, c'est les gens un peu qui sont en déphasage avec la marche d'aujourd'hui, qui est pratiquement une vision qui s'appuie sur ce qu'on appelle la technologie, les TIC. Je ne parlerai pas Il n'y a pas de conflit générationnel. Je ne parlerai pas de conflit générationnel parce que le monde évolue. Tout à fait. La technologie ou l'informatique de façon générale évolue très vite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les pays dits émergents sont dotés d'une intelligence d'État qui repose sur l'outil technologique. Et le Congo que nous allons avoir demain doit être doté d'une intelligence d'État. Et cette intelligence d'État impose de manière évidente l'adoption de l'outil technologique. Moi, j'appelle souvent la génération de nos pères la génération du mérite, parce qu'elle a eu le mérite d'hériter des pays qu'ils ont su construire sur le plan administratif. Mais la génération qui est la nôtre, c'est la génération de la responsabilité, qui n'aura pas d'excuses devant la génération qui arrive, et qui a l'obligation de mener le Congo encore plus loin. Et on ne peut pas aujourd'hui donc parler de cette marche vers le développement du Congo si l'outil technologique n'est pas au cœur du système. Ce n'est pas possible. Il faut doter l'État congolais d'une forme d'intelligence d'État qui, elle, repose sur l'outil technologique, et je propose qu'elle se fasse autour d'un projet que j'ai dénommé le pacte technologique pour pouvoir faire avancer le Congo. Alors, on a l'impression que vous évitez implicitement une notion qui s'oppose et qui est directement liée également à la technologie. Lorsqu'on parle de l'intelligence d'État, on croirait peut-être qu'il faut doter notre administration, qu'il faut doter l'ensemble de ce qu'on appelle l'outil informatique. Est-ce que ça se limiterait à ce niveau-là? Non. La question, je dirais que ma réponse serait profondément plus large que ça. Quand je parle de l'intelligence d'État, c'est très profond. Je parle ici de la capacité que dispose un État en matière de planification, de projection, d'analyse. C'est la capacité que dispose l'État d'avoir une parfaite connaissance du marché de l'emploi de l'État congolais, et donc d'être en mesure de dire, par exemple, au niveau du système éducatif congolais, nous avons besoin de 100 ingénieurs en bâtiment, 40 ingénieurs en génie logiciel, 60 profils en compétences marines marchandes. C'est cette intelligence dont je parle. C'est la capacité qu'a l'État de dire que d'ici 2 ans, nous allons avoir 60 000 jeunes qui seront sur le marché de l'emploi, et donc aussi les solutions qui vont avec pour pouvoir contenir et surtout placer tous ces jeunes à différents postes de travail. Donc c'est cette forme d'intelligence que l'on pourrait donner autant d'exemples que l'on voudrait. C'est ce que j'appelle moi l'intelligence de l'État. Mais c'est tellement gigantesque qu'on ne peut pas se permettre de le faire de façon manuelle. On ne peut pas se permettre de le faire de façon manuelle. Aujourd'hui, quand vous allez, je vous prends un exemple très simple, quand vous allez demander le visa à l'ambassade des États-Unis, le jour même, on vous donne le visa. Parce que l'État américain est doté d'une intelligence d'État qui leur permet en quelques heures de valider le profil de la personne et de l'admettre ou pas sur le territoire américain. Donc c'est une forme d'intelligence d'État. Et aujourd'hui, le Congo, pas seulement le Congo, l'Afrique dans son ensemble, parce que permettez-moi simplement de rajouter qu'en 2050, l'Afrique passe à 2 milliards d'habitants. L'Afrique est en train de devenir le prochain continent qui va déterminer l'équilibre économique de la Terre. À partir de ce moment, l'Afrique va devoir jouer un rôle de leadership. Mais avec quoi? Avec quel outil? Avec quel outil? Il va falloir gérer les problèmes d'immigration, il va falloir gérer les problèmes de sécurité, on est tous conscients de ce qui se passe à travers le monde, il va falloir gérer des problèmes enfin je parle de la sécurité intérieure, puisqu'aujourd'hui lorsqu'on ouvre les frontières avec l'intégration sous-régionale, ça ne veut pas dire qu'on perd le contrôle de l'intérieur. Donc il va falloir que l'État soit doté d'une intelligence qui lui permet de pouvoir faire asseoir le leadership dont nous avons besoin. Alors donc vous estimez que conclure ou adopter un outil technologique doit être compris comme étant le pilier même
central de la gouvernance, de façon générale, la gouvernance tout court? Le projet que nous proposons, je l'appelle la gouvernance par l'outil technologique. Ouais. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une question d'option. Une question d'option, nous n'avons pas le choix. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, en 2016, on ne sait plus faire. Où on ne peut plus faire sur la Terre sans l'outil technologique. Ce n'est pas possible. Aucune nation sur la Terre ne peut prétendre à l'émergence si la question technologique n'est pas inscrite au cœur du système de l'État. Nous, nous proposons que l'outil technologique soit le pilier central au cœur de la gouvernance de l'État pour accélérer le développement du Congo. Non seulement le numérique aujourd'hui constitue le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale, mais c'est un secteur créateur d'emplois pour les jeunes. Et ceux que nous voulons embaucher, c'est des jeunes. Ceux qui sont sur le marché, c'est des jeunes qui n'attendent qu'une seule chose, qu'on leur mette une compétence entre les mains, un métier, et qu'ils expriment leur potentiel inné, leur savoir-faire. Donc je pense, oui, il faut vraiment inscrire la question technologique, pas seulement comme un volet d'un programme, mais plutôt comme un pilier central au cœur de la gouvernance. Alors ce pilier central de la gouvernance doit s'articuler autour d'un projet, et ce projet, vous l'appelez le pacte technologique. Ce projet, je l'appelle le pacte technologique, la gouvernance par l'outil technologique pour un Congo 2.0. Pourquoi Congo 2.0 ? Simplement parce que j'estime qu'aujourd'hui, depuis toujours, le Congo fonctionne, on va dire, l'administration publique ou toutes les autres instances de la République fonctionnent, on va dire, globalement de façon manuelle. Faire l'adoption de l'outil technologique, c'est faire le choix de changer la manière de travailler, de fonctionner, de faire fonctionner l'administration, publique ou privée. Et donc, je considère que c'est un nouveau Congo que nous pouvons appeler Congo 2.0 pour parler d'une nouvelle version de l'État congolais. Alors, on a eu l'habitude peut-être de considérer que le fait de disposer des infrastructures, le fait de construire des routes, le fait de doter le pays des infrastructures administratives suffit pour prétendre, pour s'acheminer doucement mais avec assurance vers l'émergence. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Je ne dirais pas que c'est suffisant, mais c'est nécessaire. Pour la simple raison, ça fait peut-être maintenant 5, 6 ans, 7, 8 ans, ou voire 10 ans, que je suis de très près les investissements colossaux qui sont réalisés au Congo, dont la construction des bâtiments administratifs publics, dont la construction des aéroports et tout le travail qui se fait. Mais moi j'appelle ces éléments les éléments fondateurs d'une économie fonctionnelle, mais pas suffisants pour faire basculer le Congo dans l'émergence. L'ensemble, ces éléments sont nécessaires. Aujourd'hui, avoir une route Brazzaville-Pointe-Noire, Brazzaville-Owando, c'est une chose qui est nécessaire, elle est capitale. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour faire basculer le Congo parmi les pays émergents. J'aimerais qu'on retienne une chose, et je le redis encore, je le redirai autant de fois que cela sera nécessaire. Tous les pays dits émergents dans le monde sont dotés d'une intelligence d'État. Et l'intelligence d'État s'articule autour de l'outil technologique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces pays sont dotés d'une forme d'intelligence qui leur permet d'anticiper, de planifier, de se projeter sur les 5, 10, 15, voire les 20 prochaines années. Aujourd'hui, il y a très peu de domaines chez nous au Congo où nous pourrons faire des planifications ou des projections sur les 15 prochaines années. Ceux qui nous suivent doivent certainement se dire, mais écoutez, lorsque vous allez dans pratiquement l'ensemble de l'administration, vous avez l'outil informatique. Est-ce que c'est cela, dans la compréhension de ceux qui nous suivent aujourd'hui, ou y a-t-il une gouvernance, une organisation autre? Quel est le pilier central de ce que vous appelez l'intelligence d'État? Alors, ce que j'appelle l'intelligence d'État, aujourd'hui, disposer d'un ordinateur dans un bureau avec une connexion Internet ou pas, ne fait pas du Congo un pays qui adopte l'outil technologique. Quand je parle de l'outil technologique ici, c'est d'ailleurs le projet que nous proposons, que j'ai voulu proposer, que je pense d'ailleurs que je proposerai au président élu,
j'espère en avoir l'occasion, d'adopter l'outil technologique. Dans ce projet que nous proposons, je parlerai seulement de 3 domaines. Tout à fait. On parlerait ici, ces 3 domaines reposent sur un critère simple qu'on appelle l'IDH, l'indice du développement humain. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'indice de développement humain, il repose sur 3 domaines, à savoir la santé, l'éducation et l'emploi. Et nous, quand je parle du pacte technologique, quand je parle de la gouvernance par l'outil technologique, nous allons probablement, certainement, doter le Congo d'un système de santé de l'État congolais qui soit le plus efficace, qui n'ait jamais existé au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, ou même de toute l'Afrique. Nous parlons ici de doter l'État d'un système éducatif qui soit puissant. Nous parlons ici de doter le Congo d'un système de l'emploi de l'État congolais. Lorsque les gens sont soignés correctement, la longévité est rallongée, est établie, définie dans un pays. Lorsque les jeunes sont éduqués ou ont accès à l'éducation de façon efficace, lorsque le marché de l'emploi trouve réponse auprès des jeunes qui sortent du système éducatif, on a tous les éléments nécessaires pour parler de l'indice de développement humain et donc parler véritablement du développement du Congo. Le développement du Congo ne va pas se mesurer sur la base de la construction des infrastructures, ce qui est une très bonne chose, ce qui est capital et nécessaire, mais pas encore suffisant pour parler du développement du Congo. Donc nous proposons un certain nombre de systèmes, ici je n'en parlerai que de 3 puisque le projet que nous proposons aujourd'hui c'est un projet confidentiel qui ne sera probablement mis à la disposition que du chef de l'État qui souhaitera le recevoir ou le prendre si l'on exprime le besoin. Mais nous pouvons éventuellement développer ici, si vous souhaitez, le système de santé que nous proposons à travers ce projet. Alors, prenons le cas du système de santé, prenons ce cas illustration. Comment imaginer un système de santé qui soit suffisamment performant et qui réponde à vos visées et à votre vision de gouvernance technologique? Il ne s'agit pas ici de dire que moi j'aurai une visée, c'est pas moi qui suis au cœur de ce projet. Je porte le projet et c'est ma contribution, on va dire, à ma nation. Imaginez au Congo un système de santé de l'État congolais. Ce système connaît tous les individus au Congo. Vous vous appelez M. Jean-Pierre Ngoma, on vous connaît dans le système. Vous vous appelez M. Samba, vous êtes connu du système de santé. Vous vous appelez M. Jacques, vous êtes connu du système. Et donc, chaque individu est connu de façon systématique, avec un identifiant unique. Avec son profil de santé. Son profil de santé. Donc voilà. Là, on imagine que nous avons chaque personne au Congo, toutes les personnes au Congo, étrangères ou pas, sont connues du système de santé de l'État congolais. Un premier élément. Imaginez un deuxième aspect, que l'ensemble des entités de santé qui opèrent au Congo sont tous connus de ce système. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être une entité de santé au Congo si vous n'êtes pas connu du système de santé de l'État congolais. Ça veut dire quoi en clair? En clair, ça veut dire, vous êtes médecin, vous êtes connu dans ce système de santé. Répertorié, identifié. Vous êtes un laboratoire d'analyse, vous êtes connu au sein du système de santé, avec un identifiant unique, l'adresse et toute la liste. Même les petits centres micro que nous connaissons, c'est-à-dire que infirmerie, Intel et tout ça doit être répertorié. Le système doit le connaître. C'est normal, ça fait partie de ce que j'appelle l'intelligence de l'État. Ouais. C'est normal lorsqu'on est intelligent, que lorsqu'on parle de l'intelligence de l'État, de connaître la moindre des choses qui opèrent dans un domaine dans son pays. C'est normal, c'est normal. Donc vous ne pouvez pas... Fut-elle une petite chose? Vous ne pouvez pas être une entité de santé au Congo si vous n'êtes pas connu du système de santé de l'État congolais. Ce n'est pas possible. Même à un niveau micro. Même à un niveau micro. Vous êtes une pharmacie, vous vendez des produits, vous devez être connu du système de santé. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi l'avantage d'un tel système et en quoi... cela va avoir une puissance énorme dans la gestion même de l'État pour les décideurs. Parce que lorsque vous avez tous ces systèmes connus, aujourd'hui le Congo a engagé le plus grand programme, sinon l'un des plus grands projets, les plus audacieux, de construire 12 hôpitaux à travers tout le Congo. Et ces hôpitaux seront connus au sein de ces systèmes et donc interconnectés. Un exemple, le schéma le plus classique que je pourrais donner, lorsqu'on se rend la plupart du temps chez un médecin, le médecin a 2 options. Soit il vous fait un bulletin d'analyse sanguin, parce qu'il n'est pas sûr
des symptômes que vous présentez pour soit prendre une décision, ou soit il est convaincu de ce que vous lui dites, il vous prescrit simplement une ordonnance. Or, le simple fait d'aller voir le médecin, puisque le médecin, lui, il est connu du système de santé, il est donc dans l'obligation de se connecter au système de santé via un code institutionnel qu'on lui met à disposition. Un identifiant. C'est seulement une fois qu'il est connecté au système de santé qu'il va devoir faire tous les gestes médicaux sur le patient. Or, ce patient, lui, il est déjà connu. Derrière, il génère soit Est-ce que le patient a également un identifiant? Le patient a un identifiant unique. Parce que du moment où vous êtes connu du système de santé de l'État congolais, vous êtes identifié de manière unique. Ça, c'est pas techniquement, c'est quelque chose de relativement simple. On l'a fait ici avec les téléphones mobiles. Quand on achète un nouveau téléphone mobile, on doit être enregistré, connu par les opérateurs téléphoniques. Le numéro d'identifiant qui existe également. Voilà, tout le monde est connu. Donc aujourd'hui, avoir un système et identifier tout le monde, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Absolument pas. Techniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais l'avantage pour l'État, c'est quoi? C'est de se dire aujourd'hui, lorsque le médecin, il va devoir faire tous les gestes médicaux sur le patient, donc tout ce qu'il fait est connu du système de santé. S'il génère une ordonnance électronique, donc on peut même parler ici d'un système vert, écologique, on n'a pas forcément besoin des papiers. Lorsque le patient se rend à son tour au laboratoire d'analyse, avec l'identifiant qui a été généré par le système, le laboratoire d'analyse, monsieur Intel vient de tel médecin, et lui pareil, le laboratoire d'analyse se connecte, puisqu'il est connu du système de santé, il réalise tous les examens sanguins sur le patient, les résultats sont disponibles, donc le patient reçoit une notification via mobile, peu importe, et le médecin également reçoit une notification. Une fois que le médecin a les résultats, donc voici la dernière décision de sa part, c'est de pouvoir vous prescrire des produits à la pharmacie. La pharmacie à son tour est connue du système de santé, donc l'ordonnance également a été générée avec un identifiant unique. Donc qui permet à la pharmacie de délivrer des produits aux patients. Ce système permet une forte traçabilité et surtout donne à l'État d'avoir une meilleure connaissance. C'est-à-dire que ça va être en même temps un système de rentabilité financière. Pourquoi? Parce que l'État est capable de dire que le docteur Michel a reçu tout au long de l'année 15 000 patients. Il y a une comptabilité qui est implicitement. Oui. L'État le contrôle. C'est ce que j'appelle l'intelligence de l'État. Tout à fait. L'État sait que chaque médecin a reçu éventuellement 5 à 6 000 patients à l'année. Sachant que le prix de la consultation s'élève à tel ou tel niveau. Du moment où l'on connaît le prix de la consultation, il est relativement simple d'établir le chiffre d'affaires qu'a réalisé un centre médical privé sur l'ensemble des patients qu'il a reçus. Et donc, c'est ce que j'appelle des fuites financières auxquelles l'État n'avait pas accès. Il va devoir faire de la récupération financière. Lorsque aujourd'hui un laboratoire d'analyse un laboratoire de santé ou de médicaments venait à faire savoir qu'il a mis sur le marché un produit avec une molécule qui nuit à la santé, l'ensemble des pharmacies qui mettent à la disposition les produits sans en mesure de savoir nous avons vendu tel produit mais à tel patient. Parce qu'ils savent les patients auprès de qui ils ont livré des produits. Et là, pareil, ils sont identifiés puisque chaque produit qui a été vendu sur la base de l'ordonnance qui a été générée par le système. Et donc, un patient qui est également identifié. Voilà, et là, il y a un identifiant. Et là encore, le système de santé de l'État congolais, donc ce que j'appelle l'intelligence de l'État, connaît les différents types de produits qui ont été délivrés à XY patients. Et connaissant les tarifs de chaque produit, là encore, l'État est capable de valider le chiffre d'affaires de la pharmacie pour les impôts, par exemple, de l'État. Donc c'est un système qui, à la fois, un système qui revalide l'autorité de l'État, mais qui donne à l'État également le contrôle en matière de santé, mais aussi parce que le système sera doté également des alertes qui pourraient éventuellement permettre de valider si on a 5 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent, ce qui représente quand même la relève de la prochaine génération de l'État. Les systèmes lèvent des alertes, ce qui permet donc au système de santé ou au ministère de la Santé de mener des politiques intelligentes. De comprendre le pourquoi. De comprendre le pourquoi il y a tant d'enfants qui meurent. La forte morbidité, pourquoi le fort taux de mortalité, pourquoi c'est un outil en même temps de planification et de projection. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les enfants vont pouvoir, on prend pour les nouvelles, pour les naissances, donc
au moment de la naissance, les enfants sont automatiquement répertoriés au sein du système de santé, automatiquement. L'État est capable de savoir, à travers tout le pays, nous avons eu sur les 2 derniers mois 5000 naissances. Les plus grandes naissances ont eu lieu éventuellement dans telle région. Donc l'État en a connaissance. Donc il est capable de se projeter en disant, dans 4 ans, la plupart de ces enfants, ou dans 5 ans, doivent aller à l'école. Il se trouve que c'est dans cette région qu'il y a le plus grand nombre de naissances et il n'y a pas assez d'infrastructures en matière pour mettre les enfants à la maternelle, l'école primaire. Et là encore, l'État dispose des outils intelligents lui permettant d'investir dans des politiques, éventuellement de mettre des nouvelles écoles dans certaines régions pour anticiper. Parce que tout ça, on le fait parce que l'État dispose d'une forme d'intelligence qui lui permet, pour le commun des mortels, ça ne le fera pas ressentir au quotidien, mais l'État, lui, saura ce qui est en train de se faire. Alors ça doit nécessiter certainement une modification, un changement de mentalité, une autre manière de faire, une autre manière de travailler. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, les médecins, vous allez, et tout se fait de façon manuelle, l'ordonnance est rédigée manuellement, la consultation, il a son bottin, il a son registre. Tout ça doit terminer avec le nouveau système intelligent. C'est normal, M. Jean-Pierre Ngoma, c'est normal. Le Congo affiche des grandes ambitions depuis quelques années. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est en train de devenir le prochain continent qui va déterminer l'équilibre économique et qui va aussi assurer le leadership mondial. L'Afrique est en train de devenir un continent d'espoir où les gens quittent, viennent, parce qu'il y a tout à faire en Afrique. Il y a beaucoup à faire en Afrique. Donc c'est une chose normale de pouvoir doter l'État d'une forme d'intelligence permettant sa gestion plus efficace. Parce que le monde de demain, c'est le monde de tout numérique, de toute technologie. Personne ne va y échapper. Le Congo n'est pas le premier pays en Afrique à avoir fait ce choix. Si nous ne faisons pas ce choix maintenant, tout va bien se passer, il n'y aura rien de grave qui va se produire. Dans 15 ans, nous allons être rattrapés par ce manque de décision beaucoup plus tôt et ça va s'imposer à nous parce qu'il n'y aura pas d'autres alternatives. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait lucide et intelligent que nous puissions adopter un pacte avec l'outil technologique pour accélérer le développement. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Ça implique nécessairement quoi? Ça implique, c'est un projet d'État. Nous prenons 3 acteurs, revenons sur le cas précis du système de santé du Congo. Oui. Il y en a 3 acteurs, il y en a le médecin qui lui prescrit ou les hôpitaux, il y a au milieu le malade et puis il y a quelque part les centres de ravitaillement des produits pharmaceutiques et puis il y a également l'État qui est au milieu et qui voit et qui regarde l'évolution des choses. Ça doit impliquer quoi à tous les niveaux? Déjà le projet tel que je le présente, c'est un projet d'État. Seul un chef d'État peut le mettre en route. Seul un chef d'État peut le mettre en route. Du moment où le président fait son projet et qu'il est mis en route, la machine se met en marche. Première chose. Ça implique aussi de construire ces systèmes. Ces systèmes doivent être construits. Mais vous êtes d'accord avec moi que si l'on doit avoir à stocker les dossiers médicaux de l'ensemble des patients, des citoyens congolais dans un système intelligent, ça nécessite de la compétence. Donc ce projet va donner naissance à un vaste programme de formation professionnelle, certifiante, pour pouvoir aller chercher le génie créatif congolais. Mais ceux qui vont construire ces systèmes, c'est des jeunes. Voilà un domaine qui est probablement créateur d'emplois. Parce que les besoins sont identifiés, la ressource, elle est disponible, il faut aller la chercher. Donc ça va nécessiter éventuellement de mettre en place, et ce que je propose également au travers de ce projet, un vaste programme. J'ai eu l'occasion de lire le projet du président sur la formation professionnelle, et je crois que les choses s'alignent parfaitement. Mais ici,
ce qui est, le point peut-être lumineux dans ce que je propose, c'est que les programmes de formation ne sont réalisés que sur la base des objectifs clairement identifiés et définis. Et donc ça va donner naissance à beaucoup d'autres projets. Enfin, si j'ai le temps, j'irai peut-être en détail tout à l'heure dessus. Ce qui va de les mêmes exigences que nous pouvons soulever sur le pacte sur le système de santé de l'État congolais, c'est le même système qui peut s'implémenter lorsqu'il s'agira du système éducatif de l'État congolais. Oui. Le projet que je propose, c'est un ensemble de sous-systèmes qui à la fois sont pleinement autonomes et qui peuvent communiquer. Quand je parle du système éducatif de l'État congolais, c'est quoi? Alors, je rappelle ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce système repose sur l'IDH, l'indice de développement humain. Lorsque nous sommes en bonne santé, que nous avons reçu une bonne éducation, qu'on a un emploi et un travail, en général, l'être humain est satisfait. Donc, le système éducatif que nous proposons va devoir répertorier, va suivre le parcours d'un élève, depuis l'entrée à la maternelle jusqu'au moment où il change de régime pour rentrer dans le monde de l'emploi. Les programmes du système éducatif congolais vont probablement se calquer sur les besoins que va mettre en évidence le système de l'emploi de l'État congolais. Il est tout à fait normal qu'un État disposant d'une forme d'intelligence que j'appelle l'intelligence d'État ait une parfaite connaissance du besoin du marché de l'emploi. Lorsque nous savons qu'il y a 5 entreprises, 5 usines qui vont ouvrir dans 2 ans, dans 3 ans, dans telle ville ou dans telle région, et qu'en arrière, on réalise que nous n'avons pas les compétences qui vont avec, il y a de quoi modifier les systèmes éducatifs ou les programmes dans le système éducatif pour pouvoir y mettre des jeunes qui vont être une réponse de demain. Parce que l'objectif aujourd'hui, au travers d'ailleurs du projet que nous proposons, c'est qu'il faut que le système éducatif soit simplement en phase avec le système de l'emploi de l'État congolais. Pas besoin d'avoir des filières où nous avons 10 000 philosophes qui sortent, qu'on n'est pas capable d'embaucher, d'absorber sur le marché de l'emploi. C'est pas intéressant. D'avoir un système éducatif qui produit 15 000 personnes en BTS d'administration, alors que le marché de l'emploi congolais n'a besoin que de 100 à la limite par année. Donc ces filières, on peut en restreindre le nombre ou l'effectif dans ces filières-là pour que nous soyons en mesure d'absorber la totalité des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Parce que justement, le système est capable, 5 ans en amont, de dire que le marché de l'emploi congolais a besoin de ces ingénieurs. Pour construire les tels systèmes, nous avons besoin de 15 000 ingénieurs. Et donc, nous allons, au niveau du système de l'éducation nationale, implémenter, mettre en œuvre des programmes, des formations qui vont être la réponse à ces besoins, de façon à absorber tous ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Alors, Chris Bell, vous dites aujourd'hui que l'expert et tous les experts sont formels et unanimes à ce niveau. L'homme est entré avec le numérique et la technologie dans une nouvelle ère de son histoire. Et la croissance, le développement des différents secteurs passe par l'utilisation de l'outil technologique. Oui. C'est un impératif. C'est un passage obligé. Je l'ai dit, c'est même pas une question d'option, M. Jean-Pierre Ngoma, c'est une obligation. C'est une question de survie. C'est pas une option, ce n'est même pas une option. Ce que je dis, j'ai l'habitude de dire, c'est que le numérique a fait rentrer l'homme dans une ère nouvelle de son histoire. Aujourd'hui, avec l'outil technologique, l'homme se soigne, l'homme commerce, l'homme se déplace avec l'outil technologique. Ouais. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, dans certains États à travers le monde, on est capable, dans le domaine agricole, de dire que nous avons 800 tonnes de blé de maïs qui sont produits chez nous chaque année. Nous avons 3 millions d'habitants. Les 800 tonnes sont suffisants pour répondre aux besoins de la population, ou encore, ils ne sont pas suffisants. Nous allons augmenter la production du maïs de tels produits. Mais ce travail est fait
pas de façon manuelle. Il y a des projections qui sont réalisées. Là encore, l'outil technologique a toute sa place dans l'aide. C'est un outil d'aide à la décision, à la planification, à la projection pour une meilleure gouvernance. C'est pour cela que je parle de la gouvernance par l'outil technologique. C'est pas une question de choix, c'est une survie pour un État. Alors d'accord, et vous insistez sur l'Afrique francophone qui paraît à l'évidence comme étant le ventre mou pratiquement un peu du continent africain, et vous dites, et ça c'est les Nations Unies qui le précisent, vous dites 7 des 10 pays les plus mal classés sur 187 pays par le programme des Nations Unies pour le développement sont des États africains francophones. Yes. Alors, on vous voit pratiquement sur l'ensemble des magazines occuper la une. Est-ce que votre projet, votre vision du pacte technologique, c'est une vision qui est panafricaine? C'est une vision qui est panafricaine parce que je suis un afro-optimiste. Je me définis comme un afro-optimiste. J'aime l'Afrique et j'aime le Congo. Je me sens... C'est un continent que j'appelle un continent d'espoir. C'est un continent où aujourd'hui les plus grandes puissances de la Terre veulent s'installer. Il y a tout en Afrique. Et j'ai mis en œuvre ce projet. Je ne suis pas seul dans ce projet au niveau de la Fondation Odélia. Je suis accompagné d'une équipe d'experts, des gens très talentueux, très dynamiques, qui croient énormément à ce projet. Et nous portons ce projet auprès de plusieurs chefs d'État pour les emmener à pouvoir inscrire l'outil technologique comme étant une pièce centrale au cœur du développement. Il est évident aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des statistiques qui montrent que l'Afrique francophone a un taux de croissance qui est relativement faible à comparer à l'Afrique australe. J'aimerais simplement vous dire aujourd'hui, sur les 25 dernières années, oui, le pays qui a le plus évolué au monde ne se trouve pas en Amérique. Le pays qui a le plus évolué au monde sur les 25 dernières années ne se trouve pas en Europe. Il ne se trouve pas en Asie. Ce pays se trouve en Afrique. Et ce pays s'appelle le Rwanda. Et quand vous allez au Rwanda, le gouvernement, le chef d'État affiche une ambition claire où il est dit: au Rwanda, nous bâtissons notre économie par la technologie. C'est clairement indiqué. La chose, elle est clairement indiquée, et c'est une question que le premier homme de l'État prend en charge. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se détourner de cette préoccupation d'inscrire la question technologique au cœur du système de l'État. On ne peut pas. Alors, le pacte dispose d'un ensemble de projets et vous donnez 20 ans pour implémenter l'ensemble de projets. Suffisant ou... Disons que... Projection simple. Suffisant, réaliste, lorsqu'on y met le cœur, le budget et la détermination. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure d'un système de santé, mais l'idée, c'est aujourd'hui imaginer un ensemble de ce système. Le système de justice de l'État congolais, le système administratif de l'État congolais, le système de défense de l'État congolais, le système de douane de l'État congolais, le système des impôts de l'État congolais. C'est un ensemble de sous-systèmes. L'État repose sur un ensemble de sous-systèmes intelligents qui à la fois sont autonomes et qui peuvent également communiquer entre eux. L'État a une parfaite connaissance, quel que soit le domaine, le secteur de la nation, a une parfaite connaissance du domaine. Ouais. Et donc les décideurs disposent d'une information fiable, réelle, pour prendre des décisions intelligentes qui ne vont pas faire sombrer le pays en matière de croissance économique. Aujourd'hui, il y a quelques années, il était dit que l'argent est le nerf de la guerre. Mais cette assertion n'est plus vraie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'information qui est le nerf de la guerre. C'est celui qui a la bonne information, qui a la meilleure information, qui prend la meilleure décision. Lorsque vous savez que nous produisons que 2 tonnes chez nous à l'année, alors que nous avons 15 millions de personnes à nourrir, lorsque vous avez l'information, vous prenez la bonne décision de permettre à ce que d'augmenter la capacité de production dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc du coup, vous avez une planification. Du coup, vous pouvez planifier
les investissements de l'État dans un domaine pour atteindre un objectif dans les 5 prochaines années, celui de pouvoir passer de 2 tonnes de production à peut-être 800 tonnes de production pour répondre aux besoins de la population. Donc c'est un outil d'aide à la décision à la fois, de rentabilité financière, de transparence également, mais c'est un outil qui change. Enfin, on va dire globalement tout. Alors, par quel bout prendre un tel pacte? Il y a un ensemble de projets, je l'ai dit. Avez-vous, si demain vous vous retrouvez devant le président Denis Sassou Nguesso et que vous nous explicitez ce projet, seriez-vous à mesure de vous le dire par quel bout commencer pour aller le plus sereinement possible et l'implémenter dans la programmation et dans la budgétisation de chaque maillon du pacte? Alors, pour être très honnête avec vous, je vais être très honnête avec vous. Je ne vais pas rentrer sur les questions budgétaires de ce projet qui est chiffré. C'est un projet qui est chiffré. Comme je l'ai dit, c'est un projet d'État, donc que seul un chef d'État peut mettre à exécution. Mais un travail... Vous serez à mesure un bon jour si vous êtes à deux. Oui, en ce moment, oui, de le dire, comment financer, comment, avec quels moyens et... Tout ce travail a été fait depuis 3 ans, donc un travail énorme a été fait dans ce sens depuis 3 ans. Et en face éventuellement ou auprès de ses conseillers, tous les éléments leur seront mis sur la table. Pourquoi vous n'envisagez pas, vous n'ambitionnez pas de rencontrer directement lui-même? C'est le but, parce que vous notre semblez objectif. vous complaire juste à son entourage, non, oui, rencontrer quelques conseillers, mais ambitionnez de rencontrer directement le président lui-même. Vous êtes un jeune et vous connaissez vous-même sa sensibilité face à l'initiative juvénile. Pour être clair avec vous, c'est que nous avons cherché à rencontrer, pendant la campagne électorale, tous les candidats. Vous comprenez qu'ils étaient un peu pris aussi à ce niveau-là, il faut comprendre. Chose que nous comprenons. Nous sommes aujourd'hui prêts à le rencontrer et à lui soumettre ce projet, qui est un projet fédérateur pour le Congo, qui est un projet très ambitieux pour le Congo. Je crois même que dans l'histoire du Congo, un tel projet n'a jamais été initié. Vous dites même que c'est l'heure de la vérité. Nous avons, pendant la campagne, rencontré l'ensemble des délégués représentant tous les candidats. Il est ressorti de cette réunion d'1h30 qui a été télévisée que nous ne pouvons pas faire autrement. Voilà, c'est un projet fédérateur. Pour une fois, en pleine campagne électorale, nous nous sommes tous mis d'accord, avons tous compris de manière unanime que nous avons besoin de l'outil technologique au cœur de l'État congolais pour le faire avancer. Je pense que le président, dans son programme de société, a un projet envers la jeunesse. On ne peut pas, très clairement, embaucher. Si nous avons actuellement 1000 jeunes qui sont diplômés en philosophie sur le marché, on ne va pas tous les embaucher. Pour les embaucher, il va falloir que le marché de l'emploi de l'État congolais soit en mesure de dire que nous avons 1000 postes à pourvoir pour des profils de philosophes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc ce projet a toute sa place. Ce projet a toute sa place. Nous menons toutes les démarches nécessaires pour rencontrer le chef de l'État, pour lui présenter ce projet de façon détaillée, et nous espérons probablement en avoir l'occasion sous peu. Est-ce que ça implique également une prise de conscience générale de l'ensemble des Congolais, la jeunesse, les fonctionnaires, les femmes? Le projet, non seulement qu'il implique une prise de conscience, mais il va imposer. Le projet va l'imposer. Aujourd'hui, lorsque nous disons... Sans le vouloir. Sans le vouloir. Donc ce projet va emmener à un changement de mentalité radicale. Sans le vouloir. Sans qu'on ait à faire des discours. Lorsque le système voudrait que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, exercer en tant que médecin, clinique privée, si vous n'êtes pas connu du système de l'État congolais. Cela emmène à une démarche nouvelle pour les systèmes, pour les entités de santé, d'aller se faire connaître auprès de l'autorité de santé de l'État congolais, ce qui est une très bonne chose. Et donc, au fil du temps, nous allons arriver à voir éventuellement les changements de mentalité s'opérer dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'éducation, le domaine du commerce, ainsi de suite. Alors, vous pensez que lorsque le pacte est adopté, le pacte est signé, c'est le départ et c'est la programmation qui doit commencer? Nous pensons que c'est important que le chef d'État s'engage. Ce que j'ai
Ce que je dis aujourd'hui, il est clairement connu du grand public. Le président a fait beaucoup d'investissements dans le domaine des infrastructures, ce qui est une très très bonne chose, que ce soit avec le projet de déploiement de la fibre optique au Congo. Mais le numérique étant aussi un secteur qui ne peut être dissocié aujourd'hui au développement du Congo, et on ne peut pas se permettre, sur les 5 prochaines années, de ne pas inscrire cette question au cœur de l'État, comme une priorité, de peur d'accuser ce que moi j'appelle un retard millénaire. Parce que la technologie évolue très très vite. Et au moment où nous avons besoin de diversifier également l'économie d'une nation, ce projet a toute sa place parce qu'il va être, pour développer le système de commerce de l'État congolais, le système de justice, le système de défense, on aura besoin des profils, on aura besoin des compétences. Et pour gérer l'ensemble des données que génère l'ensemble de ces systèmes, ça va demander également la mise en place d'un nouveau projet que j'ai appelé le projet Open Data, puisque toutes ces données sont les données de l'État. Aujourd'hui, imaginez simplement Facebook qui a 1 milliard d'abonnés. Toutes les données de tous ceux qui sont abonnés à Facebook sont stockées sur des serveurs qu'on appelle cloud. C'est protégé. Au Congo, nous sommes moins de 5 millions. Facebook est une entreprise privée. Nous sommes un État. Ça veut dire que nous avons largement les moyens de pouvoir mettre en place des solutions intelligentes qui permettent de stocker l'ensemble des données que génèrent l'ensemble des sous-systèmes de ce projet que j'appelle le projet Socle. Et imaginez que certaines données qui ne sont pas sensibles, telles que l'ensemble des pharmacies, l'ensemble des médecins, c'est des données que nous pouvons ouvrir au travers d'un autre projet que je propose à l'intérieur, que j'ai appelé le projet Open Data. Ça veut dire que nous ouvrons certaines données qui ne sont pas sensibles à la sécurité de l'État pour que les profils comme les développeurs, les concepteurs d'applications se saisissent de ces données-là pour pouvoir développer des applications. Je prends par exemple aujourd'hui un exemple très clair pour être un peu plus concret. Je veux développer une application qui répertorie l'ensemble des pharmacies du Congo et celles qui sont de garde. Étant donné que le système de santé de l'État congolais répertorie déjà l'ensemble des pharmacies du Congo, et que la donnée pharmacie n'est pas une donnée sensible à la sécurité de l'État, cette donnée, on peut l'ouvrir. Et donc, ça crée un nouvel... C'est un gisement de création d'emplois, parce que des jeunes vont se dire, je vais créer une application qui permet de répertorier l'ensemble des pharmacies, plus besoin d'aller faire le tour du Congo pour répertorier toutes les pharmacies, parce que l'État a déjà fait ce travail. Donc je récupère ici des données fiables. Chacun pourra télécharger sur son téléphone une application avec l'ensemble des pharmacies et éventuellement avoir accès aux pharmacies de garde à certaines heures, ce qui très souvent, et qui se révèle parfois très utile à certaines heures. Alors dans tout cela, faut-il pour les dirigeants et peut-être dans la future configuration de l'équipe gouvernementale, doit-on mettre en place, disons, un département dédié qui s'occuperait uniquement de l'implémentation des technologies de l'information et de la communication, de la gouvernance technologique? Alors, ce que je propose au travers de ce document, d'ailleurs, qui a été mis à la disposition de tous les états-majors, il n'y a pas un seul état-major pendant la campagne électorale qui n'a pas eu accès à ce document, parce que nous leur avons remis ce document en main propre. Et dans ce document, je propose la mise en place d'une agence stratégique de l'intelligence numérique au Congo. Cette agence sera en quelque sorte le cerveau. Elle représentera l'intelligence même du Congo. Parce qu'elle aura la capacité d'implémenter cette politique de l'intelligence d'État. Je le propose. C'est une entité qui sera une autorité administrative, mais indépendante du gouvernement, probablement avec un budget autonome aussi, pour lui permettre de mener efficacement la politique de l'implémentation de ce projet socle, qui est constitué de ce système logiciel. Alors il y a un socle qui est là, sur lequel s'assoit l'ensemble des projets. Sans trahir les secrets de votre grand projet, le socle. Disons que finalement, on va simplement à dire que l'État s'assoit sur un outil intelligent, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut, je vous donne un exemple très simple, on veut mener une politique de construction des maisons dans une ville, dans une région. Politique de l'habitat. Politique de l'habitat. Parce qu'on aimerait construire 5 000 logements par ici, 7 000 logements par là-bas. L'outil que nous proposons va être une réponse à ce type de problème. Pourquoi?
Parce qu'il ne sera dans le système de commerce de l'État congolais, dans le système d'habitat de l'État congolais, il ne sera pas autorisé à une personne d'être locataire ou propriétaire, s'il n'est pas répertorié au sein de ce système. Donc chaque fois que quelqu'un va vouloir habiter, à louer une maison, le propriétaire a l'obligation d'aller par exemple retirer un imprimé au niveau de la mairie pour déclarer son locataire. Ça veut dire ce qui fait que le locataire rentre directement dans le système. Donc ça veut dire que l'État, puisqu'on parle ici d'État intelligent, l'État a la connaissance du nombre de locataires qu'il y a dans une ville. Cette donnée, nous l'avons parce qu'elle est fiable. Donc il est facile donc de conclure, d'avoir des statistiques qui permettent de dire que dans telle région du Congo, nous avons par exemple 15 000 locataires pour 1000 propriétaires, ce qui n'est pas normal. Ça veut dire que le Congolais a difficilement accès au logement ou encore à la propriété. Et voilà des éléments qui peuvent aider des décisions politiques sur des politiques d'habitat et de construction de logements. D'accord. Terminons par un message peut-être à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et peut-être à celui qui voudrait évidemment profiter donc de ce pacte technologique. J'ai cité le chef de l'État. Bon, vous me prenez à l'improviste comme ça, ce qui n'était pas prévu du tout. Allez-y, c'est mieux. Voilà, mais ce que je dirais simplement, c'est qu'aujourd'hui, la marche vers le développement exige et impose l'adoption de l'outil technologique. Aucune nation sur la Terre aujourd'hui ne peut imaginer l'émergence sans que la maîtrise de l'outil technologique ne soit au cœur du système. Je propose ici que cette intelligence se mette en œuvre au travers d'un projet que j'ai dénommé le pacte technologique, parce que ce projet représente aussi un passage de témoin générationnel pour les générations d'avant et pour les générations à venir, parce que ce projet va être un créateur d'emplois, parce que ce projet va permettre de placer le Congo sur l'orbite des pays dits émergents en se dotant d'une intelligence d'État. Merci donc pour cette adresse, vous l'avez fait de façon intelligente. Alors Roland Crisbel était donc mon invité ce soir, merci d'être venu et merci donc de partager quelques éléments de votre grand projet. Vous avez fait le choix donc de revenir au Congo pour proposer donc aux différents candidats à la présidentielle ce pacte technologique Congo 2.0. Et quant à vous, chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion évidemment de comprendre au fil des temps que le projet proposé, le pacte technologique, s'implémente à partir donc de cette tribune qui aura la mission une autre fois de revenir sur ce grand projet. Mais pour l'instant, nous nous arrêtons là. Nous allons nous retrouver lundi prochain à la même heure. Portez-vous bien. Bonsoir et à très bientôt. Ces dernières semaines, le président de la République a inauguré des projets, visité des chantiers et a pris part à différents événements importants du pays. Le travail ne peut pas s'arrêter. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré le 2e module de l'aéroport international de Pointe-Noire. Cet aéroport va doubler sa capacité de